Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui décrypte la finance et l'économie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une opération que l'on croit souvent très simple, l'augmentation de capital. Quand une entreprise réalise une augmentation de capital, on pense souvent à faire entrer de l'argent. Mais financièrement, l'opération est beaucoup plus intéressante que cela. Parce qu'au moment où de nouvelles actions sont émises, plusieurs paramètres de l'entreprise changent en même temps. Les capitaux propres augmentent, le nombre d'actions augmente, le bénéfice par action peut évoluer, l'endettement peut diminuer et le risque financier peut changer. Et au final, la valeur de l'action peut elle aussi évoluer. Alors comment analyser tout ça? Dans cet épisode, nous allons principalement nous intéresser à deux paramètres, les capitaux propres par action et le bénéfice par action. Et surtout, nous allons répondre à une question essentielle. Est-ce qu'une dilution du bénéfice par action signifie nécessairement une destruction de valeur pour l'actionnaire? La réponse est non. Et c'est précisément ce que nous allons comprendre. Commençons par les capitaux propres. Lorsqu'une entreprise réalise une augmentation de capital, elle reçoit de nouveaux fonds en échange de nouvelles actions. Ces capitaux propres augmentent donc, mais dans le même temps, le nombre d'actions augmente également. La vraie question n'est donc pas simplement est-ce que les capitaux propres augmentent, la vraie question est est-ce que les capitaux propres augmentent plus vite que le nombre d'actions? C'est là que l'on commence à comprendre l'évolution des capitaux propres par action. Prenons un exemple récent, Carvana, la plateforme américaine spécialisée dans la vente de voitures d'occasion en ligne. En 2023, Carvana a été confrontée à un problème majeur, son niveau d'endettement. L'entreprise a donc engagé une importante restructuration financière. Dans ce contexte, elle a notamment levé de nouveaux capitaux propres. En juillet 2023, Carvana a annoncé avoir levé environ 225 millions de dollars grâce à une émission d'actions. L'entreprise a ensuite obtenu environ 126 millions de dollars supplémentaires auprès d'actionnaires existants. Pourquoi lever de nouveaux capitaux? Notamment pour renforcer la structure financière de l'entreprise et accompagner une importante opération de réduction de dette. La restructuration annoncée devait permettre de réduire fortement la dette de Carvana et de diminuer les charges d'intérêt. Et cet exemple est très intéressant pour comprendre la mécanique. Lorsque Carvana émet de nouvelles actions, les actionnaires existants voient leur pourcentage de détention diminuer, sauf s'ils participent eux-mêmes à l'opération. C'est la dilution de pouvoir ou du pourcentage de détention. Mais en contrepartie, l'entreprise reçoit de nouveaux capitaux. Et ces capitaux peuvent contribuer à renforcer son bilan et à réduire son endettement. Pour comprendre réellement l'effet d'une augmentation de capital, il faut également regarder le prix auquel les nouvelles actions sont émises. Pourquoi? Parce que les capitaux propres comptables et la valeur de marché des capitaux propres peuvent être très différents. Imaginons une entreprise dont les capitaux propres comptables sont de 100 millions d'euros, mais dont la valeur de marché est de 1 milliard d'euros. Cela signifie que les investisseurs attribuent à cette entreprise une valeur beaucoup plus importante que la simple valeur comptable inscrite au bilan. Si cette entreprise réalise une augmentation de capital à un prix proche de sa valeur de marché, elle peut faire entrer des capitaux importants tout en limitant la dilution économique des actionnaires existants. A l'inverse, si une entreprise est obligée d'émettre des actions à un prix très faible par rapport à la valeur économique qu'elle avait auparavant, la dilution peut être beaucoup plus importante pour les anciens actionnaires. Il faut donc regarder deux choses. Combien l'entreprise lève et à quel prix elle émet les nouvelles actions. Une augmentation de capital n'est donc pas simplement une question de montant. C'est aussi une question de valorisation et de prix d'émission. Passons maintenant au deuxième indicateur, le bénéfice par action ou BPA. Alors le bénéfice net retenu dans le calcul n'est pas un chiffre abstrait, c'est le résultat final de l'entreprise. Après avoir payé ses charges d'exploitation, ses impôts et surtout ses charges financières, c'est-à-dire l'intérêt sur la dette, c'est donc le bénéfice réellement disponible pour les actionnaires. Autrement dit, le BPA ne dépend pas seulement du nombre d'actions, il dépend aussi de la capacité de l'entreprise à générer un résultat après financement. Pourquoi une augmentation de capital modifie le BPA? Quand une entreprise émet de nouvelles actions, deux choses se passent. Premièrement, le dénominateur augmente immédiatement. Le nombre d'actions en circulation augmente dès l'émission. Donc, même si le bénéfice reste identique, le BPA baisse mécaniquement. C'est la dilution arithmétique. Ensuite, le bénéfice futur peut changer. Et c'est là que tout devient intéressant. L'argent levé peut modifier le bénéfice net dans les années suivantes. Alors, deux grands scénarios selon l'usage des capitaux levés. Premier scénario, investissement. Si l'entreprise utilise les fonds pour financer des projets productifs, nouvelles usines, modernisation, recherche et développement, acquisition, ces investissements peuvent augmenter le bénéfice net par le biais des dotations aux amortissements. Mais cet effet arrive plus tard. Ensuite, deuxième scénario, réduction de la dette. Si l'entreprise utilise les fonds pour rembourser ses emprunts,
ses charges financières diminuent, ce qui améliore directement le bénéfice net, mais là encore l'effet est progressif, pas instantané. Alors pourquoi les analystes surveillent le BPA prévisionnel? Prenons un exemple concret, le BPA d'ArcelorMittal estimé à 3,53 $ en 2025 contre 1,68 $ en 2024. Ce type d'évolution montre comment les analystes utilisent le BPA pour anticiper la performance future d'une entreprise. Et lorsqu'une entreprise réalise une augmentation de capital, ces mêmes analystes vont comparer trois chiffres. Le BPA avant l'opération, le BPA après l'émission des nouvelles actions, le BPA prévisionnel, c'est-à-dire celui attendu une fois que les capitaux levés auront produit leurs effets. Cette comparaison permet de déterminer si l'augmentation de capital crée de la valeur, si le BPA futur dépasse le BPA initial, ou dilue durablement les actionnaires, si le BPA reste inférieur malgré les nouveaux capitaux. Alors pourquoi le BPA baisse souvent après une augmentation de capital? Imaginons une entreprise qui réalise une augmentation de capital pour financer une nouvelle usine. Le jour où l'argent arrive sur son compte bancaire, l'entreprise dispose effectivement de nouveaux capitaux. Mais la nouvelle usine n'est pas encore construite. Elle ne produit rien, il faut d'abord construire les installations, acheter les machines, installer les équipements, recruter éventuellement du personnel, démarrer la production, puis faire fonctionner l'ensemble et atteindre progressivement le niveau de rentabilité prévu. Il existe donc un temps de latence entre le moment où l'entreprise reçoit les capitaux et le moment où ces capitaux commencent à produire des bénéfices. Le nombre d'actions, lui, a déjà augmenté. Le bénéfice, lui, peut mettre du temps à suivre. C'est pourquoi la situation la plus fréquente après une augmentation de capital est une dilution du BPA. Mais il existe également le cas inverse. Si les bénéfices progressent suffisamment par rapport à l'augmentation du nombre d'actions, le BPA peut finalement augmenter. On parle alors de relution du BPA. Il faut donc bien comprendre que la dilution ou la relution du BPA dépend de la relation entre l'augmentation du bénéfice et l'augmentation du nombre d'actions. On peut aller encore un peu plus loin. Dans une analyse financière simplifiée, on peut déterminer si une opération sera dilutive ou relutive en comparant la rentabilité attendue des nouveaux investissements avec le coût implicite des capitaux levés. Dans certains modèles, cette relation peut être exprimée à travers le PER, le Price Earning Ratio. Le raisonnement est le suivant. Si les nouveaux capitaux permettent de générer suffisamment de bénéfices par rapport au prix auquel les nouvelles actions ont été émises, le BPA finit par augmenter. A l'inverse, si les capitaux nouvellement investis génèrent une rentabilité insuffisante, le BPA peut rester dilué. On peut, dans un modèle simplifié, exprimer ce seuil en reliant la rentabilité économique attendue des investissements au PER. Mais attention, cette relation repose sur des hypothèses simplificatrices. Elle ne doit pas être utilisée comme une règle mécanique permettant à elle seule de juger d'une augmentation de capital. Pourquoi? Parce que le BPA n'est pas une mesure complète de la création de valeur. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Imaginons maintenant une action qui vaut 100 euros. Dans une approche très simplifiée, on peut écrire valeur de l'action égale BPA fois PER. Supposons maintenant que le BPA diminue après une augmentation de capital. On pourrait être tenté de conclure le BPA baisse, donc l'action vaut moins. Arithmétiquement, si le PER reste parfaitement constant, c'est effectivement ce qui se produit. Mais financièrement, cette conclusion est trop rapide. Pourquoi? Parce que le PER peut lui aussi changer. Le niveau du multiple dépend notamment du risque perçu par les investisseurs, mais également des perspectives de croissance, de rentabilité et du niveau des taux d'intérêt. Prenons justement le cas d'une entreprise qui utilise une augmentation de capital pour renforcer son bilan. Elle dispose désormais de davantage de capitaux propres pour un même niveau de dette. Autrement dit, elle a davantage d'actifs financés par des capitaux propres par un même niveau d'endettement. Son risque financier peut donc diminuer. Ou bien elle utilise les nouveaux capitaux pour rembourser une partie de sa dette. Elle a alors moins de dettes pour un même niveau d'actifs. Là encore, son risque financier peut diminuer. Dans les deux cas, l'entreprise peut devenir plus solide financièrement. Et si le marché considère que cette opération réduit réellement le risque et améliore les perspectives de l'entreprise, il peut être disposé à lui attribuer un multiple de valorisation plus élevé. Le PER peut donc augmenter. Et cette hausse du PER peut compenser en partie ou totalement une baisse initiale du BPA. C'est pour cela qu'il faut retenir une idée essentielle. Une dilution du BPA n'est pas synonyme de destruction de valeur. Il existe d'ailleurs une autre confusion très fréquente.
Lorsqu'une personne parle de dilution, il faut toujours demander de quelle dilution parle-t-on, parce qu'il existe au moins deux notions très différentes. La première, c'est la dilution du pouvoir et du pourcentage de détention. Elle concerne la part du capital détenu par les anciens actionnaires. Elle peut donc avoir des conséquences sur leur influence dans les décisions de l'entreprise. La deuxième, c'est la dilution du bénéfice par action. Elle concerne le bénéfice attribuable à chaque action. Ces deux phénomènes peuvent se produire en même temps, mais ils ne se calculent pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes conséquences et ils ne répondent pas à la même question. La dilution du pouvoir est principalement une question de contrôle et de gouvernance. La dilution du BPA est une question de rentabilité par action. Même mot, mais deux réalités très différentes. Donc, si vous entendez quelqu'un parler de dilution et que vous n'êtes pas certain de savoir laquelle, posez simplement la question. Vous parlez de dilution du pouvoir ou de dilution de BPA. Cela vous évitera beaucoup de malentendus. Alors, si la dilution du BPA ne suffit pas pour juger une augmentation de capital, qu'est-ce qui compte vraiment? La réponse est fondamentale. Ce qui compte, c'est ce que l'entreprise va faire avec les capitaux qu'elle vient de lever. Autrement dit, quelle est la rentabilité des investissements financés par cette augmentation de capital? Si l'entreprise investit dans des projets dont la rentabilité est supérieure à leur coût du capital, elle peut créer de la valeur. Si au contraire, elle investit dans des projets dont la rentabilité est inférieure au coût du capital, elle risque de détruire de la valeur. Et c'est ici que l'on retrouve une distinction fondamentale en finance d'entreprise. Le choix d'investissement est plus important que le choix de financement. En effet, une entreprise peut financer un excellent projet par une augmentation de capital, elle peut aussi financer un mauvais projet par une augmentation de capital. Dans le premier cas, le financement permet de donner à l'entreprise les moyens de création de valeur. Dans le second, il ne fait que fournir des ressources à un projet qui détruit de la valeur. L'augmentation de capital en elle-même n'est donc ni créatrice ni destructrice de valeur. Alors ce qu'il faut retenir, ce qui crée ou détruit de la valeur, ce sont les investissements réalisés avec les capitaux levés, compte tenu de leur rentabilité et de leur coût du capital. Revenons un instant à Carvana. L'intérêt de cet exemple est qu'il montre qu'une augmentation de capital ne sert pas nécessairement à financer une croissance spectaculaire. Elle peut aussi servir à renforcer le bilan et à réduire le risque financier. En 2023, Carvana a engagé une restructuration importante de sa dette. L'entreprise a notamment levé des capitaux propres et négocié avec ses créanciers une opération destinée à réduire significativement son endettement et ses charges financières. Cela nous permet de visualiser très concrètement le mécanisme. L'entreprise accepte une certaine dilution du nombre d'actions. En échange, elle améliore sa structure financière. Elle réduit sa dette, elle réduit également potentiellement ses charges financières et elle diminue son risque financier. Mais attention, cela ne permet pas toujours de conclure automatiquement que l'augmentation de capital a créé de la valeur. Pour répondre à cette question, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut regarder l'évolution de la rentabilité, les flux de trésorerie, la dette, le coût du capital, les perspectives de croissance et surtout la capacité de l'entreprise à générer durablement un rendement supérieur à son coût du capital. C'est ça la véritable analyse financière. En conclusion, une augmentation de capital n'est pas une machine à créer de la valeur. C'est un moyen de donner à l'entreprise des ressources supplémentaires. Et ces ressources peuvent financer quelque chose de formidable. Elles peuvent aussi financer quelque chose de médiocre. Tout dépend de la qualité des décisions prises avec cet argent. C'est donc peut-être la meilleure règle à retenir de cet épisode. Ne regardez pas seulement combien d'actions l'entreprise crée, regardez ce qu'elle crée avec l'argent qu'elle vient de lever. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous aide à mieux comprendre les mécanismes de la finance et de l'économie, le meilleur moyen est de le soutenir et de vous abonner, de le partager autour de vous et de lui attribuer une note ou un avis. C'est ce qui lui permettra de toucher encore plus d'auditeurs. Et retrouvez mon livre Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité, disponible sur Amazon. À très bientôt dans Comprendre la finance.